forum Fréquence Évasion. Les politiques s'expriment en toute liberté. Fréquence Évasion, le grand forum, c'est dans quelques instants. Dans quelques instants sur Fréquence Évasion, le grand forum, nous recevons François Asselineau de l'UPR, l'Union populaire républicaine pour les élections 2017. À tout de suite. Fréquence Évasion. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte-Carlo Azur, fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion. François Asselineau, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors nous allons faire un petit récapitulatif pour les personnes qui n'auraient pas entendu les précédentes interventions sur notre antenne. Vous êtes président de l'UPR, l'Union populaire républicaine, vous êtes favorable à la sortie de l'Union européenne, vous vous présentez aux élections présidentielles de 2017. Quel est votre programme et en quoi est-il différent des autres candidats qui occupent la scène politique depuis des décennies? Alors d'abord, merci à Fréquence Évasion de m'inviter. Je me permets de le souligner, vous êtes une des rares radios à faire votre travail de journalisme, ce qui mérite un petit coup de chapeau. Normalement, ça ne devrait pas être un coup de chapeau, ça devrait être normal. Normal, oui. Quand on voit le verrouillage des grands médias, c'est absolument ahurissant. On en reparlera tout à l'heure. Alors, le parti politique que j'ai créé le 25 mars 2007, je l'avais créé le jour même du 50e anniversaire du traité de Rome qui créait la construction européenne, qui créait le marché commun. Et donc 50 ans après, le 25 mars 2007, j'avais donc créé ce mouvement politique pour appeler les Français à se rassembler à titre provisoire au-dessus du clivage droite-gauche afin de faire sortir la France des trois chaînes qui ligotent notre pays, qui sont notre appartenance à l'Union européenne, notre appartenance à l'euro et notre appartenance à l'OTAN. Donc mon programme, la base même du programme, du mouvement politique que j'ai créé, c'est inscrit d'ailleurs dans une charte fondatrice et les statuts ont été déposés à la préfecture de police. La base même du programme, c'est la sortie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Alors ça, c'est le premier point pour répondre à votre question, c'est qu'il n'y a aucun autre responsable politique, ni aucun autre parti politique en France qui se soit créé sur cette base et qui le propose dans un programme pour l'élection présidentielle. Je me permets en particulier de souligner, parce que souvent on me l'objecte, que le Front National et que Mme Le Pen ne proposent pas du tout de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Ce n'est pas vrai. Il faut aller regarder son programme. D'ailleurs, le programme de Mme Le Pen change constamment tous les jours ou toutes les semaines, notamment sur la question européenne. Vous avez M. Philippot qui propose de sortir de l'UE, M. Louis Alliot qui dit le contraire, Mme Marion Maréchal Le Pen qui veut rester dans l'euro, etc., etc. Donc, quand je dis que nous sommes le seul mouvement politique, c'est un fait. Alors, notre programme va au-delà. C'est un programme qui propose par ailleurs de rétablir un petit peu la France dans ce qu'elle souhaite, c'est-à-dire ce que souhaite le peuple français. Et donc, ce programme s'inspire du programme du Conseil national de la résistance de 1944, mais évidemment modernisé à 2017. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nous voulons rétablir des services publics puissants à la française. Vous savez, bon, je parcours la France depuis près de 10 ans. J'ai rencontré des milliers et des milliers de Français. Et en démocratie, le patron, normalement, c'est le peuple. Hein, c'est pas la banque d'affaires américaine. Et donc, moi, je n'ai jamais vu de Français qui veulent la privatisation de la Poste, la privatisation de la SNCF, etc., etc. Donc, notre programme insiste sur la nécessité d'avoir des services publics puissants comme EDF, GDF, la Poste, la SNCF, les réseaux d'autoroutes et d'adduction d'eau, TF1, Télédiffusion de France, et puis toute banque et bénéficiant de fonds publics. Donc toutes ces structures-là, nous proposons d'inscrire dans la Constitution française qu'elles sont non privatisables par nature et nous les renationaliserons si nécessaire pour les partis qui ont été déjà privatisés. Or, il y a bien d'autres choses encore. Il y a la création du référendum d'initiative populaire, la reconnaissance du vote blanc de plein exercice. Il y a aussi la réforme du Conseil supérieur de l'audiovisuel, du Conseil constitutionnel, et revenir à une école républicaine où on apprenne les savoirs fondamentaux. Rétablir la justice sociale, notamment face à la santé ou face à la maladie. Enfin, je renvoie donc les personnes
intéressés à notre site upr.fr. Et je me permets de souligner au passage que lorsque vous m'aviez invité la première fois, c'était il y a maintenant peut-être 5 ou 6 ans, je ne me rappelle oui, plus. même plus oui, c'est plus vieux même, je crois. Peut-être là, j'avoue qu'à l'époque, c'était un tout petit mouvement. En 2011, par exemple, fin 2011, début 2012, nous comptions 700 adhérents. Maintenant, nous en comptons, on a dépassé aujourd'hui même les 13 400 adhérents. Ça veut donc dire qu'on est quasiment 20 fois plus nombreux qu'en 2012. Et ça veut dire également que nous avons beaucoup plus d'adhérents que des partis très connus, comme par exemple le parti de gauche, ou bien ELV Les Verts, ou bien M. Dupont-Aignan avec Debout la France, etc. Alors il n'y a pas que les adhérents qui sont remarquables, le nombre d'adhérents, il y a aussi nos succès sur Internet. Le site upr.fr dont je parlais à l'instant se place désormais le premier de tous les sites consultés sur Internet de tous les partis politiques français. Nous avons dépassé celui qui auparavant était le premier consulté, c'était le Front National. Maintenant, nous l'avons dépassé. Et puis, notre chaîne YouTube, nous avons maintenant plus de 6 millions de vues cumulées, c'est-à-dire qu'on est le deuxième site le deuxième parti le plus visionné. Donc, si vous voulez, tous les indicateurs sont au vert. Et puis alors, dernier point, ce sont les résultats électoraux. Pour les élections européennes de 2014, nous avions fait 77 000 votants au niveau national. Alors ça représentait 0,41% des suffrages, ce qui n'est pas énorme, mais ce qui était quand même plus que le NPA de M. Besancenot. Et puis je rappelle qu'à l'époque, il y avait énormément dans chacune des grandes circonscriptions européennes de nombreuses listes. Il y en avait 32 en Ile-de-France. Donc quand il y a énormément de listes, ça favorise un émiettement. Et puis je rappelle surtout qu'on était interdit d'accès quasiment des grands médias. Alors nous allons en reparler justement des grands médias. Et alors au régional de l'année dernière, le 6 décembre dernier, là nous avons fait 0,9% des suffrages. On a fait 190 000 électeurs. Donc, le nombre de nos électeurs a été multiplié par 2,5 en 18 mois. On a fait près de 1% des suffrages au niveau national. Ça n'est quand même pas totalement négligeable. Il y a 190 000 Français qui ont voté pour nous, les électeurs. Et tout ceci, encore une fois, dans un silence total des grands médias. Alors je me permets d'insister parce qu'il y a des gens qui disent bah oui, mais 1% des voix, vous comprenez, ça reste faible. C'est vrai que ça reste faible. Mais 1% des voix, si 5% des Français nous connaissaient, ou 98% des Français nous connaissaient, c'est vrai. Je reconnais que nous n'aurions pas, nous n'intérioriserions pas nécessairement la population. Mais là, nous avons réussi à faire près de 1% des suffrages en 2015, alors qu'il n'y a peut-être que 2% des Français qui nous connaissent, et notamment tous les gens, toutes les personnes qui ne regardent que la télévision, que TF1 ou France 2, ou qui n'écoutent que la radio, France Inter, RTL, Europe 1, n'ont tout simplement jamais eu l'occasion d'entendre parler de nous. Jamais. Voilà. Donc ça veut dire que si on fait 1% des voix, alors que 2% seulement des Français nous connaissent, on peut estimer par une simple règle de 3 que lorsque 100% des Français nous connaîtront, ce qui est l'un des objectifs que je poursuis en étant candidat à l'élection présidentielle, eh bien nous aurons un potentiel d'adhésion qui est absolument considérable. François Asselineau, je vous propose de marquer un temps d'arrêt, on revient dans quelques instants. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion pour la dernière partie du Grand Forum. Nous sommes toujours avec notre invité, le président de l'UPR, l'Union Populaire Républicaine, François Asselineau, pour la campagne des élections présidentielles de 2017. Alors revenons sur l'Europe, nous l'évoquions il y a quelques instants. Un nombre croissant de Français ne se reconnaissent plus dans le fonctionnement de l'Europe et souhaiteraient en sortir au plus vite. Certains sont prêts à voter Marine Le Pen, on en parlait aussi il y a quelques instants. Vous feriez quoi si vous étiez élu à propos d'une éventuelle sortie de l'Europe? Le jour où vous êtes élu, comment vous vous y prenez pour sortir de cette Europe? Alors, si je peux me permettre, je crois qu'il y a encore beaucoup de gens qui... vous avez raison, il y a énormément de gens maintenant qui critiquent l'Europe de façon... c'est d'ailleurs très difficile de ne pas la critiquer. C'est devenu une espèce de structure complètement dictatoriale, ubuesque, qui dépense des sommes folles, etc., et qui nous entraîne par ailleurs à des conflits militaires
avec la Russie, etc. Bon, donc il y a énormément de gens qui sont mécontents, ça c'est vrai. Là où je suis un petit peu plus nuancé peut-être que vous, c'est qu'il y a encore beaucoup de gens qui espèrent pouvoir changer l'Europe, et qui considèrent que vouloir sortir de l'Union européenne, ce serait excessif, ce serait quelque chose d'excessif. Et il y a aussi des gens qui croyaient, je l'ai vu, vous savez, ça fait 10 ans que j'ai créé ce mouvement, bientôt, donc j'ai beaucoup entendu de gens, pendant de nombreuses années, qui m'expliquaient que c'était impossible. Alors, de ce point de vue-là, le vote qu'il y a eu le 23 juin dernier au Royaume-Uni sur le Brexit, d'un seul coup, a fait tomber un obstacle que nous avions, nous, devant notre route. C'est que maintenant, tous les Français ont compris que c'était possible de sortir de l'Union européenne, puisque les Britanniques l'ont décidé. Tout est possible, de toute façon. C'est le premier élément. Il y a un deuxième élément qui s'est passé, c'est que les Britanniques ont voté donc la sortie de l'Union européenne le 23 juin. Et qu'est-ce que l'on a constaté aujourd'hui? Eh bien que la propagande des européistes qui avaient dit que si jamais les Britanniques votaient pour la sortie de l'Union européenne, le Royaume-Uni s'effondrerait dans l'apocalypse, que les marchés s'effondreraient, que les investisseurs s'en iraient, et ça, et qu'il y aurait des mesures draconiennes contre les étrangers et tout, eh bien on peut constater non seulement que toutes ces prophéties de malheur étaient fausses, c'était des mensonges, mais mieux encore, on peut constater que l'économie britannique se porte de mieux en mieux. Pour une raison simple, c'est que la livre sterling s'est légèrement dépréciée, de façon un petit peu significative quand même, elle a perdu environ 10% par rapport à l'euro et au dollar, ce qui fait qu'il y a eu une fantastique augmentation des exportations britanniques vers l'étranger, donc la création de travail, donc le chômage est très rapidement orienté à la baisse. Il y a eu une augmentation considérable des touristes cet été au Royaume-Uni, plus 10% de touristes, donc là aussi ça a fait redémarrer la machine économique, baisser le chômage, augmenter la consommation des ménages, et de telle sorte que le Royaume-Uni est devenu le seul pays du monde pour lequel le Fonds monétaire international et l'OCDE ont été obligés récemment de revoir à la hausse le taux de croissance. Alors c'est quand même une ironie de l'histoire assez comique. Ça n'est pas tout. On a appris au cours des derniers jours, enfin disons au cours des 3 dernières semaines, que Renault-Nissan a décidé d'investir au Royaume-Uni une chaîne de fabrication de son nouveau modèle Qashqai. Ensuite, c'est Google qui a décidé de créer 3000 emplois. Ensuite, c'est Lego. Ensuite, c'est IBM. Il ne se passe quasiment pas de semaine maintenant où l'on n'apprend pas que les grands investisseurs internationaux ont décidé d'investir et de créer des milliers d'emplois au Royaume-Uni. Alors que les propagandistes nous avaient annoncé que ce serait la catastrophe. Alors pourquoi tout ça? D'une part parce que la sortie de l'Union européenne ne veut pas du tout dire se couper du reste du monde, ça veut dire reprendre son pouvoir de prendre des décisions souveraines conformes à ce que souhaite le peuple, ça ne veut pas dire fermer les frontières. La Suisse, par exemple, qui n'est pas dans l'Union européenne, la Norvège non plus, l'Islande non plus, ne sont pas des pays qui sont coupés du reste du monde. On peut travailler en partenariat. Madame Theresa May, le Premier ministre britannique, a fait savoir, lors du dernier G8, qu'elle avait eu 27 offres de traités de libre-échange avec des pays du reste du monde, comme aussi variés et importants que la Chine, la Corée, l'Australie, le Canada, l'Afrique du Sud, etc., qui ont proposé de signer un accord de libre-échange avec le Royaume-Uni une fois que celui-ci sera sorti de l'Union européenne. D'ailleurs, le Royaume-Uni va continuer à vendre ses produits en France et les Français vont continuer à vendre leurs produits au Royaume-Uni. Il y aura peut-être un droit de douane supplémentaire à acquitter pour les productions anglaises arrivant en France, c'est exact. Si le Royaume-Uni n'est plus dans le marché commun, mais si le tarif extérieur commun de l'Union européenne étant de 3%, si les productions britanniques ont baissé de 10% avec la baisse de la livre sterling, ça reste très avantageux pour le Royaume-Uni. De la même façon qu'on importe en France des productions suisses, comme par exemple des produits chimiques, ou bien des montres dans les objets de consommation, la Suisse n'est pas dans l'Union européenne, et pourtant on achète à la Suisse ces productions. Voilà, donc ça c'est le deuxième gros obstacle qui était devant notre route, que les gens nous objectaient, les gens nous disaient, ça n'est pas possible de sortir, les Britanniques viennent de montrer que si, deux, les gens nous disaient, si on sortait, ce serait une catastrophe. Les Britanniques sont en train de montrer que c'est l'inverse qui est vrai. Alors il y a un troisième obstacle, c'est les gens qui effectivement disent, mais oui, mais c'est être d'extrême droite ou ci ou ça. Je vous ai répondu tout à l'heure que
le Front National, mais M. Dupont-Aignan c'est pareil, M. Mélenchon c'est pareil. Aucun de ces partis politiques ne propose ce que nous proposons, c'est-à-dire la sortie de l'Union européenne. Il n'y a qu'une seule façon d'en sortir, de façon sereine, juridique, de façon amicale avec nos voisins. Il ne s'agit pas de nous fâcher. Il y a un article, l'article 50 du traité de l'Union européenne, qui prévoit justement comment un pays peut sortir. Alors comment un pays peut sortir? Eh bien, il doit d'abord avoir un programme politique qui est approuvé par la majorité de la population. Il faut que ce soit conforme aux règles constitutionnelles, dit l'article 50. Et ensuite, eh bien, le pays qui a décidé de sortir se tourne vers les partenaires de l'Union, demande la réunion d'un sommet des chefs d'État et de gouvernement, et puis annonce, ben voilà, le pays a décidé de sortir de l'Union européenne, nous mettons en œuvre l'article 50. Alors à partir de ce moment-là, il y a une date qui fixe un délai qui commence à courir, et on doit négocier un accord de sortie avec les autres partenaires. On a 2 ans pour le faire. Si au bout des 2 ans, on n'est pas parvenu à signer un accord de sortie, à ce moment-là, on sort de plein droit. Donc de toute façon, l'accord, la durée maximum de négociation est de 2 ans. Alors certains disent, oui, mais pourquoi négocier? Il faudrait sortir tout de suite, et ci et ça. Alors moi je dis non. D'abord parce que notre mouvement est un mouvement responsable, c'est un mouvement qui est fondé sur le respect du droit. Nous ne voulons pas bafouer les traités, on veut les respecter. Donc on veut les respecter. Pourquoi? Pour justement rester en bon terme avec nos partenaires. Parce que lorsque la France sera sortie de l'Union européenne, nous serons toujours frontaliers de la Belgique, de l'Allemagne, de l'Italie, de la Suisse, du Luxembourg, de l'Espagne. Donc on n'a pas du tout envie de se fâcher avec eux. Donc nous devons respecter l'article 50 sur lequel tout le monde est tombé d'accord, puisque c'est la seule façon de sortir. Deuxièmement, il est nécessaire d'avoir un accord de négociation, parce que même si cet article n'existait pas, un pays ne pourrait pas sortir de l'Union européenne comme ça, brutalement. Je prends souvent une comparaison, c'est un couple qui divorce. Malheureusement, c'est une réalité. Autour de nous, il suffit de voir, il y a quand même, en France, maintenant, il y a un couple sur 3 qui finit par divorcer. Je crois qu'en région parisienne, c'est un couple sur 2. Donc les gens, un couple, un homme et une femme, après 7 ou 8 ou 10 ans de vie commune, décident de divorcer. Bon. Dans ces conditions, un divorce n'a pas lieu dans la minute. Il faut qu'il y ait une procédure juridique. Et il faut notamment qu'un juge aux affaires matrimoniales dresse la liste du patrimoine de chacun des époux. Chacun avait peut-être, ça dépend du contrat, est-ce qu'ils ont signé ou non un contrat de mariage qui répartit les actifs entre le couple, ou bien est-ce qu'ils sont mariés sous le régime de la communauté universelle. Le juge va examiner ce qu'ils ont pu acheter au cours de leur mariage. Par exemple, ils ont pu acheter, je sais pas, une maison, ou une voiture, ou un tel objet d'art, je ne sais pas, il peut y avoir des choses comme ça. Donc le juge va ensuite essayer de répartir les biens de façon juste et conforme aux droits entre les 2 époux. Et puis les époux, ils ont pu avoir des enfants, et donc le juge va répartir qui va s'occuper des enfants. En général, c'est souvent la maman qui a la garde principale des enfants, mais en général, le juge prévoit que le papa a un droit de visite. Et puis, souvent, monsieur gagne plus d'argent que madame, donc souvent également, le juge prévoit que le père doit verser une pension à son épouse dont il vient de divorcer. Alors voilà, mais tout ça, ça prend quelques mois. Et bien, pour la sortie de l'Union européenne, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une espèce de divorce à l'amiable. Eh bien, depuis maintenant près de 50 ans, il s'est passé beaucoup de choses entre la France et les partenaires du marché commun, puis de l'Union européenne. Il y a donc des problèmes matériels à régler. Par exemple, quand est-ce que quel est le sort des fonctionnaires français qui sont présents dans les bureaux de la Commission européenne ou du Parlement européen? À partir de quand leur contrat de travail va-t-il cesser? À partir de quand le mandat des députés français au Parlement européen va-t-il cesser? Quelles sont les relations budgétaires qu'il y a entre la France et l'Union européenne? J'en profite pour rappeler à vos auditeurs que la France verse chaque année à peu près 23 milliards d'euros à l'Union européenne, sans que les Français d'ailleurs ne s'en rendent compte. Ce sont des prélèvements sur les droits de douane à l'importation. Et chaque année, l'Union européenne reverse à la France environ 14 milliards d'euros sous la forme de politique agricole commune, de fonds du FEDER, etc. Donc le résultat, c'est que en fait, la France verse chaque année 9 milliards d'euros de plus qu'elle ne reçoit. Donc ça, il va bien falloir régler ces questions budgétaires. À partir de quand la France va commencer à cesser de faire l'envoi de ses fonds? À partir de quand
les programmes financés par l'Union européenne vont-ils cesser? Donc vous voyez qu'il y a toute une série de détails. Également aussi, un point important, c'est qu'est-ce que l'on va faire des accords commerciaux dans lesquels l'Union européenne avait pris part et donc la France. Alors c'est des accords commerciaux vis-à-vis du reste du monde, mais c'est aussi des relations vis-à-vis des pays de l'Union européenne. Je voudrais préciser quand même, parce que c'est souvent quelque chose qui fait peur aux gens, c'est qu'il y a des gens qui croient que sortir de l'Union européenne, ce serait devenir la Corée du Nord et se refermer sur elle-même. J'ai montré tout à l'heure que le Royaume-Uni est en train de nous administrer la preuve du contraire. Et je voudrais insister sur les gens qui ont encore peur, sur le fait que la France, elle est liée au reste du monde par des quantités d'autres choses que l'Union européenne. Moi, j'avais comptabilisé une fois, j'avais regardé ça minutieusement, j'avais trouvé que la France était liée au reste du monde par plus de 6600 traités bilatéraux ou multilatéraux. Par exemple, entre la France et l'Allemagne, nous avons plus de 300 traités bilatéraux franco-allemands qui fixent, par exemple, les frontières entre la République française et la République fédérale d'Allemagne, qui fixent également, par exemple, les conventions de non-double imposition, les échanges d'étudiants, les échanges des personnels diplomatiques et consulaires, les conventions de non-double imposition, la question des relations familiales, notamment des adoptions, des divorces, la coopération scientifique et culturelle, etc., etc. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsque la France sortira de l'Union européenne, plus de 300 et quelques traités, dont certains existent depuis parfois plusieurs siècles, et certains existent depuis quelques années, tous ces traités resteront valables. Donc, nous serons toujours en excellente relation avec l'Allemagne, exactement comme vous avez par exemple, je ne sais pas, la Suisse ou le Japon, comme on l'était avant. Diplomatiques avec l'Allemagne. Comme on l'était avant finalement. Comme on était auparavant. Voilà. Donc il s'agit en fait de revenir au bon sens. Il s'agit de revenir à du bon sens. La proposition extrémiste, ce n'est pas de sortir de l'Union européenne, c'est de vouloir y rester contre vents et marées. Parce qu'actuellement, nous avons la même monnaie que l'Allemagne, c'est pareil pour les pays du Sud. Or, cette monnaie, et que mes auditeurs m'écoutent bien, je prends le pari avec eux que d'ici quelques semaines, quelques mois, on va de nouveau entendre parler des drames provoqués par l'euro, puisque nous avons une même monnaie entre des pays dont les économies sont non seulement extrêmement différentes, mais dont les gains de compétitivité année après année sont divergents. Ce qui signifie que le fait que les pays du Sud aient la même monnaie que l'Allemagne oblige les pays du Sud de l'Europe à une récession et à une politique de rigueur perpétuelle, ad vitam aeternam. Et on voit bien que ça ne pourra pas durer. Voilà. Donc on va certainement vers des nouvelles crises terribles sur l'euro. Ça n'est pas raisonnable d'avoir la même monnaie. Une monnaie, vous savez, ça n'est jamais qu'un instrument qui doit assurer le bonheur des gens qui l'utilisent. Et une monnaie, l'histoire monétaire du monde a montré qu'une monnaie n'était viable sur longue période que si elle était partagée par des gens qui éprouvaient entre eux une solidarité naturelle, c'est-à-dire un peuple. Voilà. Il y a un peuple allemand, il y a un peuple français, il y a un peuple italien. Donc lorsque les Français ont une même monnaie, le franc, ça veut dire qu'il y a en permanence, sans que les gens le voient, des transferts financiers entre les régions pauvres et les régions riches de la France. Et ça paraît naturel parce que il ne vient jamais à l'esprit de personne en France, par exemple, que les zones les plus riches de France, qui sont la région parisienne, le couloir rhodanien, la vallée de la Seine et puis certains endroits du sud de la Méditerranée, et il ne vient jamais à l'esprit de personne de contester le bien fondé que ces régions, par des espèces de péréquations au niveau étatique, subventionnent les régions très rurales, du Limousin, de l'Auvergne, de la Corse, par exemple, parce que nous appartenons au même peuple. En revanche, pour avoir la même monnaie, par exemple, entre l'Allemagne et la Grèce, ça veut dire que les Allemands doivent normalement, et pas seulement les Allemands, constamment financer, subventionner les Grecs ou les Italiens. Et c'est là où le bas blesse, c'est que les Allemands ne sont pas le même peuple que les Grecs et réciproquement. Alors comme les Allemands ne veulent pas payer pour tout le monde, ils exigent des politiques de rigueur. Et le résultat, c'est que dans les pays du Sud, on a le sentiment que c'est l'Allemagne qui dirige l'Europe, que l'Allemagne a bâti une espèce de quatrième Reich. Et donc il y a une haine anti-allemande qui s'est répandue, notamment en Grèce et dans le sud de l'Europe. En d'autres termes, cette monnaie européenne mène en fait à une augmentation croissante des colères des peuples les uns contre les autres, hein, et non pas au contraire à leur harmonie.
En fait, c'est la confirmation de cet adage, vous savez, de Blaise Pascal qui disait qui veut faire l'ange fait la bête. Voilà. C'est-à-dire qu'avec des idées très généreuses de départ, on arrive finalement à une situation qui provoque le contraire de ce que l'on recherchait, c'est-à-dire à une exacerbation des oppositions entre les pays d'Europe jusqu'à l'explosion finale. François Asselineau, je vous propose de marquer un temps d'arrêt, on revient dans quelques instants. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion. Nous sommes toujours avec notre invité François Asselineau pour la campagne des élections présidentielles de 2017. Alors les lobbies sont de plus en plus présents, font pression sur les gouvernements en place. Comment ferez-vous pour résister aux pressions qu'exercent les lobbies si vous êtes élu ? Alors il y a un premier point très très important que j'aurais d'ailleurs dû pour répondre à votre question précédente, c'est que la différence également entre moi et les autres, c'est que moi j'annonce la couleur dès le début. Je propose aux Français de se rassembler au-delà du clivage droite-gauche, c'est-à-dire que nous avons chez nous des adhérents qui viennent de tous les horizons, aussi bien de la droite, du centre que de la gauche, même de l'extrême droite et même de l'extrême gauche, avec peut-être une légère majorité maintenant d'ailleurs de gens venus de gauche, il y a aussi des sensibilités écologistes. Les gens ils viennent sur un programme très précis qui est celui que j'ai annoncé. Ça veut donc dire que si je suis élu, j'aurai une légitimité absolument incontestable pour mettre en œuvre la politique pour laquelle j'aurais été élu. Et je le dis parce qu'il y a des gens qui disent « Ah oui, mais il vaut mieux avancer masqué, les Français sont pas prêts, etc. etc. » Donc ça fait partie de ce discours que j'entends parfois chez les gens qui sont pour M. Dupont-Aignan, pour Mme Le Pen, et qui disent « Oui, mais non, mais oui, mais non ». Enfin, on n'y comprend rien, c'est très ambigu. Ils disent qu'en fait, leur discours officiel, c'est qu'il faut renégocier les traités européens. Voilà, et puis que le cas échéant, une fois élu, si ça marche pas, peut-être que c'est que ça. Mais justement, ça sera pas possible pour eux parce qu'eux n'auront pas la légitimité. Ils auront été élus par le peuple français pour renégocier les traités et pas pour en sortir. Et donc, bien entendu, le président de la République qui aurait été élu dans ces conditions se retrouverait dans une situation extrêmement impopulaire, puisqu'il n'aura pas été élu pour faire une éventuelle sortie. Vous savez, je suis quelqu'un de sérieux, de quelqu'un de professionnel. J'ai passé plus de 4 années de ma vie dans des cabinets ministériels dans les années 90. J'ai rencontré, quand j'étais au cabinet d'Hervé de Charette aux Affaires étrangères, sous Jacques Chirac, j'ai rencontré de nombreux chefs d'État et de gouvernement. J'ai accompagné le président Chirac, d'ailleurs, dans un certain nombre de déplacements à l'étranger. Donc, ce que je dis, je ne suis pas un plaisantin, je ne suis pas un fantaisiste. Je peux vous dire que le fait que la France veuille sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, ce sont des décisions extrêmement importantes. Ce sont des décisions qui bouleverseront la géopolitique et la diplomatie européenne. C'est un bouleversement qui est le plus grand bouleversement depuis 1945. Peut-être même depuis 1918 avec les traités à la sortie de la Première Guerre mondiale. Peut-être même d'ailleurs jusqu'en 1871 avec la proclamation du Deuxième Reich. Et peut-être même 1815 avec le Congrès de Vienne et le Concert des Nations. Enfin, ça fait partie, en tout cas, lorsque la France sortira de l'Union européenne et de l'OTAN, ça fera partie de ces grandes dates qui ponctuent l'histoire du monde et dont on trouve 1 à 2 dates par siècle. C'est à peu près ça. Alors, dans ces conditions, j'ai une conscience tout à fait aiguë du fait que ça ne sera pas forcément très facile, qu'il y aura bien entendu des oppositions, et notamment l'opposition des États-Unis d'Amérique, puisque c'est contre justement l'emprise américaine en Europe que nous nous battons. Mais de ce point de vue-là, je me permets d'ajouter un point qui est considérable, c'est l'élection de Donald Trump. Ah oui, justement, j'allais vous poser la question, que pensez-vous de l'élection de Donald Trump aux États-Unis ? Alors moi, j'avais fait des entretiens d'actualité qui sont en ligne, et d'ailleurs tout le monde a pu le constater et tout le monde peut encore le constater, j'avais dit que l'élection de Donald Trump était tout à fait possible. En petit comité, j'avais même dit que c'était probablement ce qui allait arriver. Donc moi, je n'ai pas fait partie des gens qui ont été surpris par cette élection, puisque je l'avais largement anticipé, et je l'avais même dit sur Internet, les gens peuvent aller le vérifier dans un entretien d'actualité récent avant l'élection. Alors, il y a beaucoup de points avec lesquels nous ne sommes pas d'accord avec Donald Trump. Ce monsieur, d'abord, c'est un milliardaire, je ne suis pas un milliardaire. Deuxièmement, c'est quelqu'un qui était extrêmement connu
notamment pour ses qualités de battleur dans les médias. Ça n'est pas non plus pour ça que je suis connu. C'est quelqu'un qui n'a jamais été dans les couloirs, dans les allées du pouvoir, en tout cas qui n'a jamais eu à traiter les affaires de l'État, alors que moi j'ai eu à en traiter. Et puis c'est quelqu'un qui a tenu des propos assez scandaleux, paraît-il, enfin c'est ce qu'on rapportait. Les médias qui lui étaient hostiles, il a tenu des propos misogynes, racistes, islamophobes, des propos qui ont effectivement pu choquer. Donc ça n'est pas conforme à ce qu'est notre mouvement. Mais M. Trump ne s'est pas limité à ça. Il a dit des choses qui sont en revanche extrêmement intéressantes, notamment pour les pays du monde entier, puisqu'il a dénoncé le fait que c'était Obama et Mme Clinton qui étaient à l'origine, enfin en tout cas qui avaient largement participé au développement de Daesh et de l'État islamique, puisqu'ils ont des liens avec l'Arabie Saoudite et le Qatar. Ça tombe bien, c'est ce que je disais il y a 2-3 ans, dans l'incrédulité générale. Maintenant, tout le monde le sait. Deuxièmement, Donald Trump a expliqué que pour éviter une troisième guerre mondiale, il voulait parler à Vladimir Poutine et faire baisser les tensions. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Il a eu Vladimir Poutine au téléphone et l'entretien, paraît-il, s'est très bien passé. Moi, je ne peux que m'en réjouir, comme d'ailleurs l'ensemble des pays du monde, parce que je souligne qu'au cours des dernières semaines avant l'élection américaine, on avait au contraire le sentiment qu'on était en train de partir dans la guerre. Il y avait des forces américaines et des forces de l'OTAN qui se massaient le long des frontières russes. Troisièmement, M. Donald Trump a dit qu'il était favorable au Brexit, c'est-à-dire à la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Je ne peux que m'en féliciter, puisque M. Obama disait l'inverse, et ça prouve que Donald Trump n'est pas du moins pour l'instant, dans la pensée géostratégique américaine qui veut dominer l'Union européenne par l'intermédiaire des États-Unis. Et quatrièmement, M. Trump a fait cette déclaration incroyable de la part d'un président élu des États-Unis. Il a dit que l'OTAN était une structure obsolète. Là aussi, ça tombe formidablement bien pour nous, puisque moi je propose depuis maintenant bientôt 10 ans de sortir de l'OTAN. J'ai eu droit à des quantités de gens qui m'ont ricané au nez sur le fait que ce serait impossible, que ci et que ça. On voit que rien n'est impossible dans la vie. Et maintenant, c'est le président des États-Unis, qui prendra ses fonctions le 20 janvier prochain, qui est le premier à dire que l'OTAN est un truc obsolète. Et puis c'est pas tout, il y a encore un cinquième point. M. Trump a dit qu'il était contre le TAFTA, contre ce projet de traité transatlantique, de marché commun euro-Amérique du Nord, qui en fait a vocation à nous placer sous la tutelle politique de Washington. C'est pas une invention de ma part, tout le monde est allé à l'école, tous les gens qui m'écoutent sont allés à l'école. Ils savent bien que quand on nous expliquait à l'école que la finalité du marché commun européen, c'était bien pour construire une espèce d'Europe fédérale. Ben, ce sont les mêmes maintenant qui nous proposent un marché commun nord-américain européen. Donc il s'agit dans leur pensée, il s'agit de créer progressivement une espèce d'empire euro-atlantiste, dirigé depuis Washington, imposant sa langue, c'est-à-dire l'anglo-américain à tout le monde. On voit d'ailleurs à quel point la France est submergée par l'anglo-américain, ayant une armée commune qui serait l'OTAN, ayant un marché commun qui sera le TAFTA, et puis ayant à terme sans doute une seule et même monnaie qui serait un mélange du dollar et de l'euro. Donc voilà, certains ont parlé d'Améro, ou de choses comme ça. Alors, toutes les déclarations de M. Trump, d'une part, confirment les analyses que je faisais depuis plusieurs années où on me traitait dans certains, les médias hostiles me traitaient de complotiste. Maintenant, ils ne peuvent plus le dire, puisque c'est bien sûr. qui le dit. Et deuxièmement, ça prouve aussi que on est sans doute, alors, deux choses. Moi, je ne connais pas Donald Trump. Peut-être au cours des semaines et des mois qui viennent, il va brutalement virer sa cutie, se plier en fait aux diktats de tous les lobbies qui s'exercent aux États-Unis, et finalement le changement ne sera finalement pas aussi important que ça. C'est une hypothèse qu'il ne faut pas révoquer d'emblée. Moi je n'y connais rien, je ne sais pas je ne suis pas dans la tête de M. Trump, je ne sais pas quelles sont les capacités des lobbies pour l'infléchir. Mais il y a aussi une possibilité, c'est qu'il se tienne à sa ligne de conduite. De ce point de vue-là, je me permets d'insister sur le fait que c'est quelqu'un qui a fait sa campagne contre tout le monde. Sur les 200 plus grands médias des États-Unis, il y en a 197, les 200 plus grands journaux
Il y en a 197 qui ont appelé à voter pour Mme Clinton. Il a été traîné dans la boue dans les médias, dans tous les médias audiovisuels. Et voilà qu'il devient l'homme le plus puissant du monde. Il a fait sa campagne avec son argent. Il a eu peu de donateurs. 80% des dons, vous savez, aux États-Unis, les campagnes se font souvent financées par des riches milliardaires. Madame Clinton, elle avait empoché plus de 80% des dons pour cette campagne. Ce qui signifie que, en fait, Mme Clinton était la candidate des riches, était la candidate de l'oligarchie. Lui, il a fait sa campagne à coût réduit, en utilisant ses propres fonds, puisque lui-même est un milliardaire. Donc en fait, il ne doit rien à personne. Et puis si je comprends bien la psychologie de ce monsieur, quand même quelqu'un qui a 70 ans, c'est quelqu'un qui a bâti un empire immobilier, c'est quelqu'un qui a une très forte personnalité. Donc moi je pense qu'il doit être à un moment de sa vie où c'est le couronnement de sa carrière. Il a de quoi légitimement être assez fier de lui. Moi, je pense assez volontiers qu'il ne va pas se plier comme ça au premier lobby venu. Tout ceci, ça ouvre des possibilités de modifications historiques pour le reste du monde qui sont évidemment tout à fait intéressantes et qui vont nous permettre, quand vous posez la question sur les lobbies qui pourraient s'opposer, si Mme Clinton avait été élue, on aurait les États-Unis qui seraient exactement dans la ligne antérieure, on aurait certainement les pires difficultés. Là, puisque M. Trump lui-même était favorable au Brexit et qu'il dit que l'OTAN est une structure obsolète, s'il se tient à ses propos, à ses analyses, normalement, il ne devrait pas être scandalisé par le fait que la France veuille sortir de l'Union européenne et de l'OTAN. Il devrait trouver ça tout à fait logique, puisque c'est conforme à ses visions géopolitiques. François Célineau, je vous propose de marquer un temps d'arrêt, on revient dans quelques instants. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion pour la dernière partie du Grand Forum. Nous sommes toujours avec notre invité, le président de l'UPR, l'Union Populaire Républicaine, François Célineau, pour la campagne des élections présidentielles de 2017. Alors, il ne se passe pas une journée sans que les Français nous disent qu'ils ne sont pas écoutés ni représentés. Une quantité de Français de plus en plus importante veulent être consultés et réclament une véritable démocratie à la Suisse. On en parlait tout à l'heure de la Suisse. Quel est votre sentiment, votre avis sur cette possibilité de démocratie directe ? Alors, la démocratie directe, il faut à la fois, c'est pas bien, et puis il y a des problèmes aussi. On ne peut pas, par exemple, tout soumettre au vote des électeurs, parce que ça finirait par lasser les électeurs, et puis parce qu'on leur demanderait parfois de se prononcer. Vous savez, le travail d'un député, c'est pas toujours très rigolo. Le vote du budget de l'État, par exemple, où vous avez des centaines de lignes budgétaires à voter par sous-chapitre, par chapitre, etc. Il faut avoir une connaissance du budget de l'État très importante. On ne peut pas objectivement demander ça à tout un chacun. Ça n'est pas possible. Donc, sur les grandes lignes. Une démocratie a besoin d'avoir des représentants. Mais sur des grands choix stratégiques, sur des grands choix de société, il faut effectivement de plus en plus, à mon avis, demander l'avis des gens. C'est la raison pour laquelle dans le programme que j'ai présenté en 2012 et que je vais représenter quasiment à l'identique en 2017, alors pas tout à fait parce que j'actualiserai quelques données chiffrées et puis surtout j'ajouterai quelques chapitres supplémentaires, notamment sur un problème majeur qui est en train d'arriver, qui est celui des réformes territoriales et des menaces sur l'unité nationale. Donc mon programme sera enrichi sur certains aspects, mais sinon je vais reprendre le même qu'en 2012, ce qui en soi est un événement, puisque les autres responsables politiques changent de programme à chaque élection, parfois ils en changent tous les jours. Bon. Donc, dans le programme, comme je le disais en 2012, comme je vais le reprendre là, il y a l'idée des référendums d'initiative populaire, comme ça existe en Suisse ou en Californie. Oui, voilà. Il y a l'idée que le président de la République aussi puisse faire plus souvent des référendums et avoir un système. Moi, je voudrais que le président de la République puisse consulter les Français de bonne foi, en toute franchise. Parce que c'est vrai que en France, le référendum a parfois un parfum de plébiscite. C'est pour des raisons historiques, parce que Napoléon Ier et Napoléon III ont fait des référendums, c'était un peu des soutiens à leur personne. Moi, je propose que le référendum en France, soit il est voulu par le peuple français, donc il faut avoir une pétition, un droit de pétition, et puis, mettons, lorsqu'il y a 100, 200 000 personnes qui ont déposé leur nom en préfecture pour demander qu'une question soit posée, à ce moment-là, le référendum a lieu.
Mais je voudrais aussi que le président de la République conserve son droit d'organiser un référendum comme c'est actuellement le cas, mais avec deux possibilités. Soit il fait un référendum où il prend position lui-même. Il dit « je vous appelle à voter oui » par exemple. Alors à ce moment-là, je pense qu'il faut que le président de la République engage sa responsabilité personnelle et que si c'est le non qui l'emporte, il soit à ce moment-là contraint constitutionnellement à la démission. Vous vous rappelez qu'en 1969, Charles de Gaulle avait lancé un référendum. Le oui qu'il préconisait avait obtenu 47% des suffrages. Il en avait tiré les conséquences en démissionnant, mais rien ne l'y obligeait du point de vue de la Constitution. En revanche, Jacques Chirac, en 2005, au moment de la Constitution européenne, avait appelé à voter oui à la Constitution. C'est le nom qui l'a emporté, lui, il est resté. Il est resté, et ça je pense que ça n'est pas bien, puisqu'il avait pris parti, il a d'une certaine façon considérablement affaibli d'ailleurs sa fonction. Donc moi je propose que le président de la République puisse organiser des référendums plus souvent qu'il ne le fait, et qu'il ait le choix entre deux possibilités. Soit il prend parti, mais à ce moment-là il engage sa responsabilité, et il est contraint à la démission si c'est le choix inverse qui est fait par le peuple français. Soit l'autre possibilité, et c'est ça l'innovation que je souhaite introduire dans la Constitution, c'est que le président de la République lance un référendum et dise « moi, je ne prendrai pas parti. J'appliquerai la décision qui sera prise par le peuple français. » Et dans ces conditions, il serait tout à fait fondé à rester chef de l'État. Je vais prendre un exemple, par exemple, sur la question de l'immigration, ou sur la question de l'énergie. Ouais. Voilà. Et vous savez qu'en France, les sujets comme l'immigration, comme l'énergie sont des sujets extrêmement débattus. D'ailleurs, personne ne le dit sauf nous, mais les questions d'immigration, en fait, c'est l'Union européenne qui a, pour l'essentiel, les pouvoirs depuis c'est l'article 76, 77, 79 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Sur les questions énergétiques, on n'a jamais eu de débat approfondi pour demander aux Français quel était le modèle de société qu'ils voulaient. Est-ce qu'ils veulent une société avec de l'énergie nucléaire? Est-ce qu'ils veulent une société avec des centrales thermiques? Est-ce qu'ils veulent... Voilà. Il faut que les Français puissent... Vous savez, moi je parcours la France depuis plus de 9 ans. Lorsqu'on s'adresse au peuple français en s'adressant comme à des gens intelligents, ce qu'ils sont, quand on leur pose des questions, quand on les fait réfléchir, on redonne confiance dans la politique et les Français raisonnent bien. Si par exemple sur les questions énergétiques, moi je suis en faveur de référendum où il y aurait plusieurs questions, qu'il y aurait auparavant eu un grand débat national où on aurait expliqué aux Français, voilà, par exemple, si on sortir de la filière nucléaire, ça a telle et telle conséquence. Des conséquences positives, des conséquences négatives. Par exemple, sur le coût de l'énergie, sur ci ou sur ça. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Dans ces conditions, un président de la République qui dirait « moi j'appliquerai la politique énergétique qu'auront décidé les Français », ça me paraîtrait légitime qu'il le fasse, il n'y aurait aucune raison qu'il démissionne, puisqu'il n'aurait pas mis en jeu du tout sa personne, il aurait simplement laissé les Français réfléchir sur le sujet. Ouais. Est-ce qu'il serait possible justement d'organiser des débats sur des problèmes un peu épineux, voilà, pour savoir. Bon, les Français peuvent se tromper aussi, hein. Donc finalement pour essayer d'en débattre en toute liberté. Avec des scientifiques, avec des politiques, avec des citoyens qui ne soient pas triés sur le volet. Vous voyez ce que je veux dire? Absolument, c'est bien de ça qu'il s'agit, c'est que il faudrait qu'il y ait, vous savez, par exemple, ce qui est absolument inadmissible en ce moment, je vais reprendre un exemple, sur l'affaire de la question européenne. Quand vous écoutez la radio ou la télévision, les grandes radios ou les grandes télévisions, vous avez le sentiment qu'il y a 100%, je ne dis pas 99%, mais 100% des journalistes qui sont pour la construction européenne. Ah oui, complètement. Ah oui, oui. C'est fou. Ah ouais. C'est fou. Nous avons représenté 1% des suffrages aux dernières élections régionales. Donc, nous estimons, par exemple, que France 3 devrait de temps en temps donner la parole à des gens qui pensent comme nous. Je ne dis pas qu'ils nous donnent, mais c'est 100% qui sont pour on l'a vu d'ailleurs, c'était pareil, il y avait 100% des journalistes qui étaient pour Madame Clinton. Donc c'est ça que les Français ne supportent plus en fait, c'est qu'il faut qu'il y ait maintenant une réouverture du débat. Alors d'ailleurs cette réouverture, pour être honnête, elle a lieu. Elle a lieu sur la bande FM avec des radios comme la vôtre. Elle a lieu sur Internet avec des télévisions, des radios web, mais elle aussi et surtout est grâce aux réseaux sociaux. Je le disais tout à l'heure, notre site upr.fr est le site le plus consulté de tous les partis politiques français. Notre chaîne UPR TV
sur YouTube, on a eu plus de 6 millions, bientôt 7 millions de vues. C'est quand même très considérable. Donc de plus en plus, les Français, comme d'ailleurs les autres peuples, laissent tomber les grandes télévisions et les grandes radios qui font de la propagande, qui ne font plus leur métier de journaliste, pour aller chercher de l'information. Ils en ont assez. On leur impose ce qu'il faut penser. Voilà. C'est la raison pour laquelle je pense d'ailleurs que les grands médias seraient bien avisés de changer complètement leur fusil d'épaule, parce que s'ils continuent comme ça, à considérer... Vous savez, je crois qu'on est encore dans les années 1970. Tout à fait, oui. Tout à fait. Ils continuent à penser que les gens vont se laisser intimider par les prophéties de M. Attali, les propos de M. Delors ou de M. Bernard-Henri Lévy, ce genre. Mais c'est fini. Les jeunes n'en veulent plus entendre parler de ça. Ils vont se renseigner par eux-mêmes. Les gens sont sur les médias alternatifs, sont sur le net. Ils désertent la télévision et les radios et les télévisions nationales, hein, aujourd'hui. Hein. On a vu un sondage, qui est sorti il y a quoi, une quinzaine de jours, qui tire la sonnette d'alarme pour les grandes télévisions. Ils ont de moins en moins d'auditeurs. C'est-à-dire, en fait, les gens qui regardent la télévision sont les personnes âgées. Ce sont les gens qui ont pris l'habitude, il y a 40 ans, ils avaient 30 ans, il y a 40 ans, ils regardent la télé, et 40 ans après, ils ont 70 ans, ils continuent à regarder la télévision. Tout à fait. Ils n'ont pas, cette catégorie de la population a peu, pas tous, mais à moins, c'est moins mise à Internet que les autres. Il y a une vraie fracture aux alentours de 65 ans. Au-dessus de 65 ans, il y a de moins en moins de gens qui sont sur Internet. Mais toutes les jeunes générations sont maintenant, ne regardent presque plus la télévision. J'ai vu justement une étude qui avait été faite, qui est sortie dans, je sais plus quoi, sur un journal des médias, qui était très inquiétante pour les télévisions. Par exemple, France 2, je crois que maintenant, ils ont une moyenne d'âge qui est aux alentours de 60 ans. Alors, ils essaient de récupérer un auditorat jeunes, mais les jeunes ont fui, n'ont pas envie de se laisser endoctriner. Eux, ils sont nés avec Internet, ils vont chercher l'information, et puis ils exercent leurs neurones. Et bien sûr, il y a des gens qui disent qu'il y a tout sur Internet. C'est vrai qu'il y a tout sur Internet. Il y a tout en ville, hein. Il y a tout dans une ville. Hein. Quand on est dans une ville, on peut aller dans des endroits formidables, comme on peut aller n'importe où. Hein. Exactement. Il y a tout sur Internet, il y a le meilleur et le pire, et sur les télévisions, il n'y aura bientôt plus rien. Elle est violente, la télévision, hein. Voilà, sur la télévision, maintenant, il n'y a plus que la pensée unique. Et c'est ça qui ne fonctionne pas. D'ailleurs, ce qui est amusant, c'est de voir que on voit des responsables politiques qui critiquent les réseaux sociaux. J'ai entendu ça, Madame Taubira, j'ai vu même le journal Le Monde, etc. Mais ils sont les premiers, eux aussi, sur Internet. Ils sont les premiers, monsieur Hollande, la gauche, la droite, Madame Taubira, le journal Le Monde, ils sont tous sur Internet. Le problème, quand ils critiquent les réseaux sociaux, c'est pas les réseaux sociaux, en fait, puisqu'ils les utilisent. En fait, ce qu'ils critiquent, c'est que le peuple n'obéit plus à leurs instructions. Parce que les réseaux sociaux offrent la possibilité aux gens d'aller choisir eux-mêmes l'information et de comparer les analyses. Et pourquoi notre mouvement politique est-il en si forte croissance? Voilà, alors nous allons rappeler l'adresse du site de l'UPR. Alors c'est UPR, tout simplement upr.fr. Voilà, donc là-dessus, ils y trouveront énormément d'informations. Alors il y a presque un petit peu trop d'informations, mais ils peuvent aller sur ce site. Ils peuvent consulter déjà un petit peu notre charte fondatrice, le programme, qui celui pour l'instant nous avons remis en œuvre celui qu'on avait présenté que j'avais présenté fin 2011 pour 2012. Celui pour 2017, je le présenterai dans les semaines qui viennent, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il reprendra pour l'essentiel ce que j'avais déjà dit en 2011. Et puis surtout, les gens qui nous découvrent, je les invite à aller sur ce site, ou bien à taper tout simplement sur Internet Asselineau, donc mon nom, A2SELINEAU, suivi par exemple de Qui gouverne la France, et puis là ils tomberont sur une conférence en ligne qui s'appelle Qui gouverne la France. Alors c'est une conférence qui fait 4 heures en 4 épisodes de 1 heure. Comme on est chez soi, comme on est sur Internet, on peut écouter ça, puis s'interrompre et reprendre le lendemain. Si je cite cela, c'est parce que c'est sans doute l'une de celles qui nous a valu la plus grande renommée. D'accord. Il y a aussi celle sur l'histoire de France, et que lorsque les Français découvrent une ou deux de mes conférences, après ils ont envie de toutes les voir. Voilà, parce que d'un seul coup, ils découvrent, et pas seulement les miennes encore, une fois celle de Vincent Brousseau ou de Charles-Henri Gallois. Donc tout ceci, ils le trouveront sur notre site.
il y a, je ne sais plus combien, il y en a bien une vingtaine de conférences. Il y aura de quoi faire. On va leur donner énormément d'informations. Et d'un seul coup, les gens vont découvrir l'immensité de la propagande qui leur est assignée depuis des décennies et qui mène tout simplement la France au désastre. Et quand ils verront ça, je pense qu'ils vont prendre espoir dans la politique et découvrir notre mouvement, qui est un mouvement qui est en plein essor, parce que justement, on rend aux Français l'espoir d'un monde meilleur, d'une France en plein redressement, et fondée sur la vérité et la justice, et non pas sur le mensonge et l'injustice. Merci François Asselineau et bon courage pour la suite, bon courage pour cette campagne 2017.